17h à Bougouni, même heure dans ce studio à Bozola. Le journal, Fatoumata Kone. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la première grande édition de Mali Actualité, les titres. Ouverture d'un forum des partis politiques sur la refondation, partis politiques et membres de la société civile échangent en vue d'instaurer un climat apaisé et durable dans notre pays. Arjumatina nous en dira plus. Le système LMD et la pédagogie médicale dans le secteur universitaire est au cœur d'une formation initiée par le collectif des enseignants-chercheurs pour la rénovation du secteur de la santé. Objet servant à compléter le style vestimentaire de la femme, désormais indispensable, le sac à main est pratiquement un compagnon fidèle de la femme. Alors, pourquoi les femmes ne peuvent pas s'en passer? Que contient-il réellement? À découvrir dans ce 7 heures. L'actualité internationale nous conduit en Guinée pour parler du procès du 28 septembre à Conakry. L'actualité sportive sera développée par Arjumatina. Il nous parlera du tour de cadrage de la Coupe CAF et de la Ligue des champions d'Europe. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre. Un espace de dialogue entre acteurs politiques et membres de la société civile est organisé par le comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales. Le cadre d'échange fait partie des missions du comité et de son partenaires qui mettent l'accent sur le dialogue en vue de consolider la démocratie. Aussi, le forum entend contribuer à l'instauration d'un climat apaisé et durable entre acteurs civiques et politiques pour favoriser une dynamique consensuelle autour des réformes politiques et institutionnelles. Le point avec Arjumatina. Les acteurs politiques et les membres de la société civile se retrouvent pour mener des réflexions autour de certains aspects relatifs aux réformes politiques et institutionnelles en cours. Le comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales et son partenaire l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite initient cet espace de dialogue pour poursuivre la recherche d'un consensus politique dans la mise en œuvre des réformes prévues pendant la transition. Gakou Salamata Fofana, présidente du comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales. Il est important que la refondation de l'État concerne aussi l'espace politique et partant de là, les partis politiques. C'est fort de cette pertinence d'une telle démarche que le comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales organise ce forum, un espace donc permettant aux acteurs politiques et civiques de se retrouver, de croiser les regards afin de favoriser la pratique du dialogue entre différents acteurs, gaz de la conciliation démocratique. Awa Soumaré, représentante de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Sur la base des intérêts mutuels, le NIMD et le comité de plaidoyer pour le suivi des réformes électorales collaborent pour œuvrer en faveur d'une gouvernance paisible, inclusive et redevable. Au-delà de notre leitmotiv qui est « la démocratie commence par le dialogue », il se trouve que le dialogue est une condition nécessaire à la collaboration pacifique. Le forum s'inscrit dans la continuité des activités du comité. Sa tenue, surtout en cette période de refondation, va favoriser le dialogue entre les acteurs politiques et les membres de la société civile, ce qui ne fait que consolider la démocratie. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Cette activité contribuera à amorcer, j'en suis sûr, un processus dynamique et irréversible de rétablissement de la confiance entre l'homme politique et le Malien lambda dans notre environnement de démocratie multipartite qui cherche sa voie. À l'évidence, de grands défis nous attendent. Autorités de la transition, responsables politiques et de la société civile dans la poursuite de l'objectif d'instauration de meilleures modalités d'exercice des droits et des devoirs politiques et civiques. Les participants, durant les travaux, auront non seulement des éclairages sur certaines thématiques, mais aussi dégageront des propositions assorties des solutions pratiques à la construction d'un dialogue significatif entre citoyens et partis politiques.
Ouverture hier à Bamako d'une formation de 5 jours à l'intention des membres du comité des enseignants-chercheurs pour la rénovation du secteur de la santé. L'initiative vise à renforcer les capacités de ces acteurs sur le système LMD et la pédagogie médicale dans le secteur universitaire. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par la ministre de la Santé et du Développement social. On en sait plus avec Koumba Sissé. Puisque les effectifs sont pléthoriques dans les universités au Mali, le système éducatif doit être réformé, raison pour laquelle le collectif des enseignants-chercheurs pour la rénovation du secteur de la santé renforce les capacités techniques de ses membres sur le système LMD et la pédagogie médicale dans le secteur universitaire. Professeur Abdul Karim Doumbia, président du collectif des enseignants-chercheurs pour la rénovation du secteur de la santé. Les superviseurs se trouvent parfois face à des personnes en formation présentant des difficultés de raisonnement clinique et peuvent se sentir démunis pour en identifier l'origine ou offrir un soutien pertinent. La formation dont vous allez bénéficier vous aidera à acquérir une conception élargie de la pédagogie en échangeant sur l'éventail des approches didactiques auxquelles on peut faire recours dans une variété de situations. 5 jours durant, les participants doivent apprendre plusieurs notions pour surmonter les nombreuses difficultés auxquelles les enseignants-chercheurs sont confrontés. Djeminatou Sankare, ministre de la Santé et du Développement social. Vous aurez à échanger sur les thèmes majeurs, à savoir le système LMD et la pédagogie médicale. L'un comme l'autre répond aujourd'hui aux besoins de notre système éducatif. Une appropriation de ce système s'avère nécessaire par les acteurs du système de formation et d'enseignement si l'on veut lui assurer une implantation réussie. La mise en œuvre de ce système dans le contexte médical nécessite de relever un certain nombre de défis dont l'amélioration de la gouvernance, l'accroissement des ressources humaines de qualité, le développement du partenariat, l'amélioration des infrastructures et des équipements et le renforcement du matériel. Cette formation est initiée par le collectif des enseignants-chercheurs pour la rénovation du secteur de la santé en partenariat avec le Bureau d'études, d'évaluation et de formation en éducation et le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Nous arrivons au grand dossier de cette édition. Le dossier de la rédaction est consacré à un accessoire de mode de la femme. Il s'agit bien du sac à main. Fidèle compagnon de la femme, le sac à main sert à magnifier le look et harmoniser le style vestimentaire de la femme. Le sac à main sert également à garder certains objets indispensables pour la femme comme les mouchoirs, serviettes hygiéniques, foulards, rouges à lèvres et crème, j'en passe. Mais ce ne sont pas les seuls intitulé du sac à main. On en décerne d'autres dans ce dossier de Aliou Abdoulaye Touré et Makanja Kité. Si le style définit l'élégance, le sac à main exprime la personnalité de la femme. Dans la capitale des Trois Caïmans, il est difficile d'apercevoir une femme sans son sac autour du bras. Entre Aramatou Traoré et le sac à main, c'est une longue histoire. J'ai toujours aimé prendre le sac à main de mes grandes sœurs. Et quand j'ai commencé à être une petite jeune fille, j'ai commencé à prendre mon sac à main à moi. Pour moi, c'est un accessoire qui nous sert à mettre tout ce dont on a besoin hors de la maison. On peut dire que dans le sac à main, on a nos téléphones, nos parfums, nos déodorants, nos lingettes. La femme a beau être à la plénitude de sa beauté, si elle ne porte pas ce trousseau de maquillage, le moral ne sera pas au top. Cet accessoire de beauté reste le fidèle compagnon d'Adam Sidibé. Le sac à main pour moi c'est une parure de la femme, c'est comme un bijou et comme un foulard, donc c'est quelque chose qui nous est vraiment utile. Kadiatou Traoré est cadre de banque, elle ne se déplace jamais sans son sac à main. Le sac à main c'est un accessoire très important pour la dame et le sac à main également contribue à exprimer la personnalité d'une femme et c'est également un objet sans lequel vraiment c'est difficile pour une femme de se déplacer. Au-delà de son apport à l'élégance de la femme, le sac à main est plus qu'un accessoire de beauté, comme nous l'expliquent Kadiatou Traoré et Adam Sidibé. Déjà le sac à main dans un premier temps, ça sert à transporter quand même les objets pour qu'en cas de besoin, qu'on ait tout sur ce dont on a besoin. À l'autre fonction, une femme sans sac à main, c'est comme si vous êtes incomplète. Et vous voyez, généralement on achète, il y a des femmes qui vont acheter un sac à main très cher, alors que c'est la même utilité.
mais en fonction du sac à main que vous tenez, ça vous met à un certain niveau déjà. Donc entre femmes, on sait qui est qui en regardant tout simplement le sac à main de sa camarade. Parce que nous, on transporte trop de choses à la fois. Donc sans sac à main, c'est vraiment compliqué. Voilà. Et la femme, comme vous le savez, on porte le monde sur notre dos, notre tête et tout ça. Donc on a tendance à oublier des choses si on ne les met pas, je ne sais pas, dans un sac. Ce n'est pas la seule explication. Si les poches sont nécessaires dans les habits des hommes, le sac à main est aussi essentiel pour la femme, afin de sécuriser certains objets précieux. Adam Sidibé et Kadiatou Traoré sont utilisatrices. Nous, on porte des jupes. La jupe n'a pas de poche. On peut porter des robes qui n'ont pas de poche. On porte des pagnes qui n'ont pas de poche. Donc, il nous faut bien quelque chose où garder nos effets. Vous, les hommes, vous avez des poches. Vous portez souvent des pantalons, vous avez des poches où vous pouvez mettre quand même le téléphone et tout ça. Mais la femme n'a pas généralement ces poches-là sur les habits que nous cousons. Donc déjà, c'est une utilité pour mettre nos objets. Bon, c'est également une mode parce que généralement dans certains pays, chaque saison a de nouveaux sacs à main. Donc ça peut être également la mode. Donc ça dépend des personnes qui suivent la mode ou pas. Loin d'être une arme de séduction, le port du sac à main symbolise pour la femme une confiance en soi, selon Adam Sidibé. Il y a des femmes qui sont assez timides. Quand elles n'ont rien dans la main pour marcher, c'est difficile pour elles. Donc il y en a qui portent le sac rien que pour ça. Donc ça les accompagne, ça leur donne leur confiance en fait. Donc elles s'occupent du sac et puis elles oublient le reste du monde. Le sac à main est perçu comme un petit jardin privé de la femme, selon Sidi El Mokhtar Koné, auquel l'homme ne doit point s'intéresser. J'estime qu'il ne faut pas aller fouiller et trouver des choses que vous n'avez pas envie de découvrir. Comme on dit en Bambara, un homme correct, un homme courtois n'a pas à fouiller dans le sac à main d'une femme. Nouhou Sissé, lui, va plus loin. Fouiller dans le sac à main d'une femme, dit-il, n'est pas sans conséquence. L'homme a besoin de se protéger contre les esprits maléfiques, contre les flèches empoisonnées. Bon, quand vous voulez lutter contre ça, vous êtes obligé de vous laver. On s'embaume avec l'encens, on se masse avec de l'huile, on se lave avec les arbres. Ça vous blinde. Étant blindé, il y a certaines choses que tu ne dois pas toucher. Quand tu mets la main dans le sac à main d'une femme, tout ce qui concerne votre protection sur le plan, ça va disparaître. Ça va vous mettre à plat, c'est-à-dire ça va vous désactiver en un mot. Indépendamment de cela, les objets qui sont là-dedans, quand vous vous blessez à partir d'une aiguille, quand vous vous faites piquer, mon cher, c'est très facile que vous soyez guéri, au nom de Dieu. Le sac à main reste incontournable pour affirmer l'élégance de la femme. Impossible d'imaginer celle-ci vivre sans cet accessoire de beauté, car une femme sans sac à main est considérée comme un soldat désarmé. Actualité internationale, nous allons en Guinée. Aboubakar Sidiki Toumba Diakité, l'un des 11 présumés prévenus jugés pour le massacre du stade de Conakry, qui fit au moins 156 morts le 28 septembre 2009, a comparu hier mardi 1er novembre pour la 6e fois. Celui qui avait fait forte impression les jours précédents a été déstabilisé, les avocats de ses co-accusés ayant réussi à mettre en lumière les incohérences de son récit. Cela fait plus d'un mois déjà que le procès du massacre du stade de Conakry s'est ouvert en Guinée. Très à l'aise face à la cour depuis le début, Aboubakar Toumba Diakité s'est montré plus nerveux ce mardi 1er novembre. L'audience a été marquée par quelques moments compliqués pour l'ancien aide de camp. Au Burkina Faso, plusieurs années après la répression des manifestants qui avaient officiellement fait 33 morts et plus de 600 blessés, les familles de victimes et des blessés attendent toujours l'aide promise et le traitement judiciaire de l'affaire. Le premier ministre Apollinaire Kilem de Tambela a présidé une cérémonie d'hommage aux victimes de l'insurrection populaire qui a chassé du pouvoir l'ancien président Blaise Compaoré ce lundi à Ouagadougou. Alors que le Cameroun
Cameroun s'apprête à marquer dimanche 6 novembre les 40 ans de la présidence de Paul Biya. Plusieurs organisations de la société civile émettent des recommandations pour moins de violence des droits et libertés fondamentales des citoyens dans le pays. Au Cameroun, moins de violations des droits humains ont été recensées ces 3 derniers mois par rapport au précédent trimestre. Au moins 303 cas selon le rapport présenté ce mardi 1er novembre plutôt à Douala par le groupe de travail sur les droits humains coordonné par l'organisation Un Monde à Venir. Mais il y a toujours des situations qui inquiètent les organisations de la société civile. Nous allons avec le sport. L'actualité sportive, c'est avec Arjuma Tina comme tous les mercredis. Tina, bonjour. Bonjour, Fatoumata Kone. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok, on va parler d'abord de football. Football tour de cadrage, aller de la Coupe de la Confédération. Nos 2 représentants, le Djoliba AC et l'AS Real de Bamako, jouent tous cet après-midi. Oui, les rouges de Bamako et les noirs et blancs de Bamako jouent cet après-midi leur rencontre allée des barrages de la Coupe de la Confédération. La première équipe qui entre en lice est l'AS Real de Bamako qui joue en Babana à Eswatini, l'ex-Swaziland contre Royal Leopard. Coup d'envoi du match à 13h heure de Bamako. L'AS Real recevra le match retour le 9 novembre prochain. Le Djoliba Athletic Club lui reçoit d'abord son adversaire, l'association sportive des forces armées royales du Maroc, ESFAR. Encore une autre équipe maghrébine qui se dresse devant les Rouges de Bamako. Malgré l'élimination aux portes de la Ligue des Champions, le Djoliba Athletic Club a une autre chance pour poursuivre l'aventure sur la scène continentale. Et pour la rencontre allée de ce mercredi, l'entraîneur des Rouges de Bamako se veut confiant et pense que ses joueurs sont motivés afin d'obtenir un bon résultat. Écoutons Sekouchek Bako que nous avons joint au téléphone. L'état d'esprit est formidable. Les joueurs sont vraiment pressés d'aborder cette rencontre. C'est préparé parce qu'on a joué dernièrement le CRV, une équipe algérienne qui, pour moi, a presque le même football, la même philosophie de jeu avec les Marocains. Donc, on va tirer la leçon de tout ce qu'on a vu contre le CRV et c'est basé sur notre force et les faiblesses de cette équipe afin de pouvoir faire un match correct ici à Bamako. C'est vrai qu'on avait réussi un coup de massue parce qu'on ne s'est pas qualifié à la phase de poule de la Ligue des Champions qui était notre tout premier objectif. Mais bon, après, il faut se remobiliser, parler aux joueurs. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont surmonté cette défaite et aujourd'hui, ils sont prêts pour une autre aventure qui doit être la phase de poule de la Coupe Cup. On a une seconde chance. Cette seconde chance, nous, on va aller le chercher pour le public sportif du Djoliba, aller le chercher pour le football malien. Je pense que si le public fera le déplacement, ça va beaucoup nous aider et ça va beaucoup nous motiver afin de pouvoir aller chercher cette victoire qui pourrait être déterminante pour la qualité. Voilà le coup d'envoi du match du Djoliba Athletic Club contre les forces armées royales du Maroc est prévu à 15h au stade du 26 mars. Tina, il y aura d'autres rencontres également au programme. Oui, plusieurs matchs sont prévus sur différentes pelouses du continent au compte du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération à 13h. Young Africans de la Tanzanie, le club de notre compatriote Djigui Diarra, affronte à Dar es Salaam les Tunisiens du club africain. Le club sud-africain Royal FC joue à Lubumbashi, à RD Congo, contre le tout-puissant Mazembe. Le club Kadjogo du Faso reçoit le club congolais Saint-Éloi Lupopo, entraîné désormais par l'excentré des Aigles Mohamed Makasouba. Cape Town City sera face à l'USM d'Alger. Berkane du Maroc joue contre US Monastir de la Tunisie. Ensuite, il y aura Al-Ahly Tripoli de la Libye, Marumo Galante. ASEC Mimosa va jouer contre Sporting Gagnoa. Donc un duel entre clubs ivoiriens. ASN Nigelec du Niger sera face aux Égyptiens des Pyramides FC. AS Co de Kara de Lomé jouera contre les Sports Sfaxien de la Tunisie. Numéro 2 Agosto d'Angola sera face à Futur FC et puis Flambeau du Centre accueille le dernier club Motema en Pimpi. Les matchs retour sont prévus le 9 novembre prochain. Direction l'Europe, la dernière journée des matchs de poule de la Ligue des Champions a démarré hier. 8 rencontres étaient ainsi au compte de cette première partie de la dernière journée des matchs de
poule de la lucrative et prestigieuse compétition européenne des clubs. Ainsi, dans le groupe D, qui retenait les attentions, l'Olympique de Marseille et le Sporting Lisbonne du Portugal pouvaient se qualifier, de même que le Tottenham et Eintracht Francfort d'Allemagne. Donc les 4 formations avaient encore leur chance pour se qualifier. Et finalement, ce sont les Anglais de Tottenham et les Allemands d'Eintracht Francfort, à l'issue des matchs de rebondissement, qui se sont qualifiés aux dépens de l'Olympique de Marseille et des Sporting de Lisbonne, qui ont été battus par le même score de 2-1. Tottenham et Eintracht Francfort rejoignent les 12 clubs déjà à qualifier. Il ne reste plus que 2 tickets à pourvoir, ce qui sera fait ce soir. Merci Ardu Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement, c'est l'affaire de Agibou Coulibaly. L'éducation constitue un levier essentiel pour répondre aux défis environnementaux qui nous sont posés et plus globalement pour accroître la durabilité de nos sociétés. Quant à l'éducation environnementale, elle traite de la relation entre l'homme et son environnement. Elle aborde les causes de l'activité humaine et ses effets sur la nature et la société. Comment faire la promotion de cette éducation environnementale? Quels sont ses objectifs? Quelles sont les expériences de certaines ONG en la matière? Éléments de réponse dans la chronique Environnement en rediffusion avec une réalisation de Agibou Coulibaly. L'éducation à l'environnement traite de la relation entre l'homme et son environnement. Eustache Lambert Amoulé, chargé de programme à l'ONG AMDD. L'éducation environnementale, la définition va varier selon les concepts. Nous allons définir ici l'environnement comme tout ce qui agit sur nous et sur qui nous aussi nous agissons dans notre environnement immédiat. Bon, en ce qui concerne l'éducation, c'est un peu vaste, mais nous allons tenir très rapidement 3 aspects de l'éducation tridimensionnelle, niveau social, niveau éducationnel dans les écoles et puis la famille. Traoré Oumou Khan, directrice exécutive de l'ONG AMDD. Nous travaillons beaucoup dans les écoles. Donc, nous essayons d'installer des clubs d'élèves dans les écoles partenaires à nos projets qui sont en cours. Et à travers ces clubs-là, nous donnons des informations par rapport à l'éducation et les clubs aussi vont se charger d'informer et de sensibiliser leurs camarades élèves et pourquoi pas leurs parents aussi. Et par rapport à nos expériences, je peux dire que nous avons planté 20 000 arbres fruitiers et puis forestiers à travers nos zones d'intervention, Kita, Kati et puis dans la zone des Sibi également. L'éducation à l'environnement contribue à une meilleure compréhension des interdépendances environnementales. Elle aide les apprenants à prendre des décisions et à agir en conséquence. Soumana Fofana est chargé de programme à l'AGCC 2. La promotion de l'éducation environnementale passe par vraiment une sensibilisation quand même de la jeune génération sur, en tout cas, la protection de l'environnement. Puisque les jeunes, comme on le dit, ce qu'ils apprendront à l'école, ils peuvent les rester en famille et puis même drainer les parents vers ce comportement respectueux vraiment de l'environnement pour, en tout cas, les enseignements qu'on va essayer de les donner. Donc, il s'agit réellement de prendre toutes les dispositions, non seulement pour l'information et la formation des enfants, mais aussi les parents doivent être impliqués dans ce processus de formation sur, en tout cas, l'éducation environnementale. Aussi, il faut qu'on réserve une place de choix dans le cursus de la formation, non seulement des jeunes à bas âge, mais aussi au niveau des différents niveaux de formation académique, la problématique de l'environnement. Parce qu'il s'agit non seulement de la jeune génération, mais de plus en plus aujourd'hui, il faut que les cadres maîtrisent tous les enjeux liés à la protection de l'environnement. Une éducation à l'environnement moderne met l'accent sur l'encouragement de la volonté d'agir et la compétence des êtres humains à gérer respectueusement les ressources naturelles, autant que sont prises en compte les ressources, une attention soutenue est accordée aux intérêts individuels, sociaux, économiques et écologiques. Badra Alou Doumbia, animateur ONG AMDD à Sebekoro Kita. Dans la zone de Sebekoro, la première des choses que j'ai eu à faire est de s'asseoir avec les habitants du village qui est la chefferie, plus les autorités locales qui est la mairie. On s'est réunis, on a mis des comités de veille dans chaque village bénéficiaire du projet. Ce n'est pas une question seulement de mettre en place
place, mais de veiller sur eux pour chaque personnel peut faire son travail correctement. On est dans ce sens-là. Les villageois en sont maintenant à la base de comprendre l'importance des arbres. Donc, je pense avec ce sens-là, petit à petit, en collaboration avec eux directement, ils peuvent comprendre quelle est l'utilité de ces arbres-là. Comment faire, que ferons-nous maintenant pour les protéger? Selon les environnementalistes, l'éducation à l'environnement encourage les compétences qui permettent de comprendre les limites des fondements naturels de la vie et en tant que partie intégrante d'une communauté. Aussi, elle aide à façonner l'environnement naturel et la société de manière prospective, solidaire et responsable. À 7h passées de 25 minutes se referme cette édition. On va dire un grand merci aux auditeurs de l'Afriébougou Koda et de l'Afriébougou Foufourou Carré. Ce journal vous a été présenté par Fatoumata Kone, à la technique Mamadou Bédialo, coordination Bourama Traoré. Bonne écoute radiophonique.